Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis heureux, ravi de vous retrouver, Raphaël Meltz, pour déjà une 371e rencontre Lille. Et ce soir, c'est pour un roman, c'est pour le roman Après, aux éditions du Tripode, comme souvent, qui est paru en janvier dernier. Alors on vous a déjà reçu deux fois, Raphaël, une fois pour cette biographie majestueuse sur Kafka, et puis sous pseudonyme. Parenthèse, Anthony, parce que j'ai revu, je pense, parce que je me suis dit, tiens, je me souviens plus, revoyons comment c'est les rencontres Evelyn, et donc j'ai revu ce dialogue qu'on avait eu, qui était en effet assez intéressant, ça m'a semblé être il y a une éternité, c'était, je crois, il y a un peu plus d'un an. C'est ça, c'est ça. Et on vous a reçu une deuxième fois, et là on va pouvoir le dire, puisque c'est apparemment une note de notoriété publique à présent. On a gardé le secret pendant longtemps, un secret parfois de polichinelle, mais on vous avait aussi reçu sous pseudonyme, en l'occurrence Adrien Clent, qui avait écrit Paresse pour tous, là aussi assez incroyable. On avait aussi fait une rencontre ensemble, et vous étiez même grimé J'avais ce une jour-là. barbe, j'avais une barbe, Et oui, voilà. vous étiez grimé ce Donc, jour-là. Et je trouve ça génial que enfin le secret, entre guillemets, soit dévoilé. Ma première question étant celle-ci, comment vous vivez finalement avec tous ces avatars et pourquoi avoir dévoilé enfin cette double identité qui fait office aussi de double écriture, de double littérature? alors j'ai écrit un livre qui s'appelle Toutes les personnes, j'ai les livres à côté de moi pour pouvoir les brandir chaque fois que j'ai besoin de dire quelque chose. J'ai écrit un livre qui est travaillé par cette question du nombre de personnes qu'on est chacun en soi déjà. C'est la question de la multiplicité des personnalités. Voilà, selon les individus, ça va prendre telle ou telle forme. Bon, parfois, il y a des gens qui sont assez resserrés sur eux-mêmes, puis d'autres qui ont un peu une capacité à s'ouvrir et à être en effet dans cette multiplicité. C'est manifestement mon cas. Donc, si votre question est aussi de savoir pourquoi est-ce que j'ai pris un pseudonyme, c'était justement pour me permettre de multiplier j'allais dire mes délires littéraires, en tout cas mes recherches, pour le dire plus poliment, de me donner la possibilité justement d'ouvrir d'autres façons d'écrire, d'autres dynamiques en fait mentales, tout simplement. Voilà. Et en effet, vous dites que c'était un secret de polichinelle. Beaucoup de lecteurs ne savaient pas. Euh, Est-ce que, est-ce que tout le monde voit le bug de Raphaël ou pas? Est-ce que ça vient de lui? J'ai l'impression. Oui, ça vient de lui. Ça vient de lui. Alors, il s'est reconnecté. Il a dû se déconnecter. Ça a dû avoir une petite déconnexion. Tout va bien. Il va revenir. Merci Agnès. voilà. Vous Raphaël, c'est m'entendez bon? là? Ouais, c'est bon. Ça Ouais. y est, c'est revenu. On était C'était arrêté dès le très début étonnant. de la Ça réponse. s'est arrêté d'un coup. Je suis un tout petit peu inquiet parce que c'est une nouvelle version que je viens d'installer là de Zoom. Donc j'espère elle sera relativement plus stable. Sinon, je me demande s'il y a un lien, parce que que sur l'autre version, ils avaient l'air de dire que je pouvais utiliser un lien web. Je ne sais pas si. En fait, oui, vous m'avez donné le lien web. Donc peut-être si ça replante, je me reconnecterai avec le lien Très bien. web, quoi, en espérant que ça fonctionnera mieux. Donc je disais que voilà, que ça me permettait de chercher d'autres façons de faire. Et, euh, et en l'occurrence, bon, bah voilà, c'est votre cas, Anthony, le cas peut-être d'autres personnes, c'est-à-dire que je n'écris pas de la même façon quand je signe sous le nom de Adrien Klent et sous le nom de Raphaël Meltz. Alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu, là, avec ce livre-là, le dire? En fait, ça s'est fait de façon très simple, hein. On n'a pas fait de grands communiqués tonitruants. J'ai juste mis dans la bibliographie, là, qui est à la fin de après, j'ai juste rajouté la liste de mes livres sous le nom d'Adrien Klent. Voilà, en disant, c'est-à-dire c'est moi aussi, voilà. C'était parce que ça devenait parfois un peu pénible aussi de faire comme si Adrien Klein était une tierce personne par rapport à moi. Donc, j'ai décidé de dire qu'on n'était qu'une seule personne et que c'était des types de livres différents. Et voilà, et je continue d'ailleurs à voir je pense, des gens qui lisent l'un et pas l'autre, ou l'autre et pas l'un. Et il n'y a pas forcément de communauté, on va dire, totale.
entre les deux écritures. Maintenant, c'est la même personne qui est derrière, donc forcément, il y a un cœur commun, mais c'est des pratiques que j'assume comme étant différentes. Je suis ni premier ni dernier, je pense, à faire ça. Donc voilà, c'est quelque chose de- qui, moi, m'excite de la même façon que ça m'excite de passer du roman à d'autres formes d'écriture, parce que sinon, je pense que je me sentirais un tout petit peu enfermé. C'est pas le premier ni le dernier, mais avec vous, ça a quand même une résonance particulière. Donc, pour ceux qui souhaitent voir Raphaël Metz se grimer, n'hésitez pas à aller retrouver le replay. J'avoue que c'est quand même plutôt génial comme approche. Alors, on va parler d'après. Attendez, attendez, excusez-moi, j'étais pas grillé, Anthony, c'était une vraie barbe. Je m'étais C'est laissé vrai? pousser la barbe. Oui, pour devenir Adrien Klett. Et puis au bout d'un moment, comme il fallait bien que Raphaël Mels, que je ressortais un livre sous le nom de Raphaël Mels, il a fallu que je me coupe la barbe parce que ça et donc il aurait fallu que je passe au postiche. Mais là, non, 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 c'était J'étais une vraie barbe. persuadé que c'était une fausse barbe. Incroyable, d'accord, très bien. Alors, on va parler d'après maintenant, ce livre qui va nous faire un petit peu moins sourire. C'était pour que la rencontre soit d'une émotion différente au départ. Pour le coup, là, on va arborer l'identité d'un deuil à travers ce personnage de Lucas qui va décéder. Un accident plutôt banal, un accident plutôt accidentel, c'est le cas de le dire. Et puis on va vivre dans son corps, dans son esprit, avec ses différentes émotions. Je trouve que le livre, il est extrêmement olfactif, il est sonore, il a différentes casquettes finalement à travers ce récit-là. J'aimerais vraiment savoir la genèse de ce récit. J'ai cru comprendre que Jorge Luis Borges était peut-être à l'initiative de ce livre-là. Expliquez-nous pourquoi vous en êtes arrivé à créer un Alors, livre sur ce il, deuil. il est à son initiative si on considère justement, comme dans mon livre, que les morts continuent à être actifs. Parce que, comme Borges est mort, je crois, en 1986, j'aurais eu du mal à bénéficier de son initiative. Non, plus sérieusement, c'est en effet à la fin du livre, à la toute fin du livre, je cite un petit bout d'un texte de Borges que j'avais lu il y a longtemps, où il lui-même évoque un mystique suédois qui s'appelle Swedenborg. Et, Swedenborg aborde en gros, là, enfin, plus exactement, nous explique qu'il est allé voir le monde de l'au-delà, le monde de là où les gens vont quand ils sont morts, et qu'ensuite il est revenu, et donc il nous fait un peu le récit de comment ça se passe de l'autre côté. Et dans ce texte, en fait, Swedenborg explique, mais c'est surtout Borges, dans la façon dont Borges l'a lu, et l'a un petit peu transformé, parce qu'après, du coup, j'ai lu Swedenborg, c'est moins clair et c'est moins percutant que quand on le lit dans ce texte de Borges, que je conseille à tout le monde, hein, voilà, là, vous mettez le petit extrait que j'ai choisi, mais ça se trouve dans les conférences de Borges qui sont en folio. Voilà, c'est une des conférences qu'il a données en 1978, qui est une année importante. Et donc, où il parle de Swedenborg. Et donc, cet extrait le dit bien, c'est cette question du fait que les sensations sont plus fortes. Et c'est un texte qui m'avait beaucoup frappé, je l'ai lu il y a une trentaine d'années. Et lorsque je me suis retrouvé à écrire ou à devoir écrire ce livre, je ne sais plus tellement faire la différence. Voilà, je me suis mis tout de suite dans l'idée de se dire, mais quand on vit un deuil, en fait, on est dans ce présent, dans ce que nous, on est en train de vivre. Et en fait, ce qui serait intéressant, c'est de se demander ce que la personne qui est partie, en fait, elle, vit, en fait. Et comment surtout cette personne nous voit, nous, euh, ceux qui sont restés ici, quoi. Et donc, c'est la conjonction de ces deux idées, de ces deux euh, sensations presque, parce qu'on est presque plus dans la sensation que de l'idée, que je me suis dit, ben voilà, il faut que j'écrive ce livre-là comme ça, et on va voir ce que ça donne. Et donc, voilà, j'ai réfléchi pendant un petit moment avant d'écrire, ce qui ne ressemble pas du tout à mes habitudes. D'habitude, je commence à écrire pour voir ce que le texte donne, et petit à petit, c'est en écrivant que je vois vers où je veux aller. Là, c'est vraiment le contraire. J'ai passé un long moment à, à me demander comment je pourrais écrire ça, parce que ça me semblait étonnant, en effet, de construire un personnage comme ça, absent et en même temps présent, et comment séquencer le livre. Et donc, m'est venue cette idée des sens qui allaient partir petit à petit. Et voilà, après un petit temps comme ça juste de réflexion, je me suis mis à écrire
en travaillant séquence par séquence, et toutes ces scènes qui commencent par un «et puis», parce que je pense que j'ai repéré parmi certaines des petites vidéos, des petites fenêtres qui sont affichées des gens dont j'ai lu les critiques sur Instagram, donc je sais qu'il y a des gens ici qui ont déjà lu le livre. Voilà, donc chaque petit passage commence par «et puis», et en fait, voilà, chaque jour, en gros, j'écrivais un passage, une petite séquence. En général, j'y réfléchissais un petit peu avant d'écrire. Je me disais, bon, bah, qu'est-ce que je vais écrire aujourd'hui? J'ai pas écrit le livre dans l'ordre. Voilà, quand je me disais, tiens, je pourrais travailler là-dessus, je pourrais travailler là-dessus. Et à chaque fois, c'était une petite séquence. Mais là, je suis déjà allé trop loin par rapport à votre question, pardon. Dans quel état d'esprit vous étiez en écrivant ce livre? Finalement, vous venez parler tout à l'heure, vous venez de parler d'un devoir, un devoir d'écrire. Est-ce que vous étiez dans cette situation-là? Et ensuite, ma deuxième question étant sur les émotions qui ont traversé l'écriture du livre. En tant que lecteur, elles sont évidentes, mais en tant qu'auteur, comment on arrive à écrire sur le deuil d'une manière aussi pure, aussi sensible, sans élever la voix. En fait, vous n'élevez jamais la voix. On a l'impression que c'est une sorte de murmure à l'oreille. Comment vous avez fait pour écrire tout en douceur sur un sujet aussi douloureux? Alors, la première question, moi, je fais partie de ces gens qui écrivent des livres et qui ne parlent pas de leur vie. Donc, la question intime et personnelle, je ne vais pas je vais pas la développer ici. Il est évident qu'on n'écrit pas un livre comme ça si on est juste en train de se taper des barres de rire avec ses potes dans les bistrots du quartier. Donc, de toute façon, voilà, il y a forcément un besoin qui semblera, à mon avis, évident à toutes les personnes qui ont lu le livre, mais peu importe. En revanche, la deuxième question, oui, j'ai envie d'y répondre parce que c'est vrai que euh, c'est très compliqué d'écrire sur la mort, d'écrire sur le deuil. Ça a été énormément fait déjà, donc voilà, on n'est pas certain qu'on va apporter quelque chose d'une part, et d'autre part, c'est difficile aussi de ne pas être que dans justement la question de la tristesse en fait. Et, euh, et c'est vrai que en écrivant le livre, moi je cherchais à faire comme une espèce de dialectique entre la vie et la mort. Et en fait, bon, ça c'est plus facile d'analyser après, hein. Je vous dis que je cherchais, j'en sais rien. Mais disons que maintenant, je me rends compte que c'est ce travail de dialectique que j'ai mis en place dans l'écriture. C'est-à-dire que justement, choisir le fait que quelqu'un est à la fois mort, mais en même temps, il est encore là à observer ce qui se passe pour les vivants, me permet justement de parler de la mort et de la vie en même temps. En général, en effet, soit on parle de quelqu'un qui n'est plus là, donc on est du point de vue de ceux qui restent, et donc on parle de l'absence, ou alors on parle de ce que ça peut nous faire que de vivre cette absence. Donc soit on parle du passé de la personne qui n'est plus là, soit on parle du présent et de notre absence. Et là, c'est vrai que avec ce dispositif, j'avais cette possibilité d'être à la fois dans le présent de l'absence et en même temps dans le passé, on va dire, de l'absent, mais à passé présent, puisque finalement, il est absent aux yeux des vivants, mais il est présent dans ce qu'il voit des vivants. Et donc cette question de l'écriture, de ce que vous disiez, d'une forme d'écriture simple, quelqu'un m'a dit un peu l'infraordinaire, parce que c'est vrai que les scènes sont d'une banalité. Tout à l'heure, vous disiez que l'accident était banal, mais tout est banal en fait. Il n'y a rien de spectaculaire. Et moi, je cherchais justement avec une famille banale, avec aucune aspérité de quoi que ce soit, et justement de travailler cette question de l'infraordinaire, de l'ultra simple, du presque rien, et de montrer justement que quand on vit un choc de cette ampleur-là, des choses incroyables se déploient à la fois pour ceux qui vivent le deuil, donc dans mon livre, pour la personne qui a ses sens qui sont démultipliés et qui du coup va tout d'un coup percevoir le monde avec beaucoup plus d'acuité. Et en fait, en réalité, c'était là encore ce balancement entre le presque rien et l'immense, comment je dirais, profondeur ou les couches successives, justement, de la même façon que lui, je pense à une séquence ou à une scène du livre où sa femme fait un café et donc il sent, en fait, et il sent jusqu'à l'origine du gaz à Bakou, en Azerbaïdjan, parce qu'il a une capacité à sentir très très loin les choses. Bon, mais en fait, ce que j'essayais de faire moi par l'écriture, c'était de travailler par ces couches successives comme des pelures d'oignon pour sur quelque chose sur du presque rien, mettre énormément d'épaisseur, en fait. Donc, du presque rien avec plein de couches, ça fait quelque chose d'autre que du presque rien. Je ne sais pas exactement ce que ça fait, mais ça fait quelque chose d'autre. Et ce qui est drôle, c'est que
Donc j'écrivais le livre comme ça, dans une espèce de sentiment un peu de... Voilà, j'étais presque absent à moi-même quand j'écrivais. Voilà, j'écrivais, et je ne savais pas trop ce que j'étais en train de faire. Puis à peu près au milieu du livre, je me suis dit, il faut quand même que je relise ce que je suis en train de faire parce que je, je ne sais pas ce que je fais en ce moment. Donc j'ai relu le texte et j'étais complètement abasourdi. Je me suis dit, mais ça n'a aucun sens, il ne se passe rien dans ce livre. Il y a une espèce de micro-scène d'une banalité sans nom. Je peux pas écrire un livre aussi qui repose sur rien, quoi. Et en même temps, je sentais, je me disais, mais en même temps, je sens qu'il y a quelque chose, il y a une émotion et tout, donc il doit quand même se passer quelque chose, mais je suis pas sûr qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc voilà, donc j'ai fini le livre, je suis allé au bout. Et puis là, je l'ai fait lire à mon amoureuse parce que justement, je ne savais pas en fait, j'étais pas sûr de moi. C'était vraiment très frappant comme sensation. Et je lui ai dit, bon voilà, j'ai compris, j'ai vu, j'ai senti que en effet, l'émotion était là dans sa lecture. Donc en effet, quelque chose fonctionnait dans ce livre. Avec moi, j'avais évidemment cette crainte de dire, mais attention, il faut pas simplement qu'on soit dans les larmes parce que c'est triste, quoi, en fait. Il faut aussi que quelque chose euh, de l'ordre de la nécessité littéraire s'impose, quoi. Parce que justement, je me méfie un peu. Je, bon, voilà, je regarde souvent des livres de gens qui ont perdu quelqu'un et qui écrivent dessus. Et ça m'arrive de lire des livres qui, honnêtement, ne sont pas forcément passionnants d'un point de vue littéraire. Et malgré tout, je suis très ému. Comme je pense on est tous très émus face à des événements tragiques, en fait, quel que soit le récit. C'est-à-dire que si on regarde un fait divers, même sur TF1, il y a quelque chose qui va quand même nous prendre à la gorge, alors que pourtant, le traitement ne nous conviendra pas. Donc voilà, donc il fallait que je fasse attention aussi à ça, que je sois sûr qu'il y avait quelque chose de l'ordre du littéraire et pas simplement de l'émotion dans le texte. Ce qui était plus facile aussi parce que comme c'était fictionnalisé, de toute façon, c'était plus facile que si j'étais que dans mon témoignage, quoi. Ça m'a fait penser à un livre du Tripode sorti il y a quelques années d'ailleurs de Iyam Zaitoun, Vigile. Ces deux livres marchent vraiment en négatif. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Raphaël, mais c'est vrai Alors, c'est un autre domaine, mais c'est exactement le même. j'ai un souvenir assez flou parce que il me semble avoir lu, mais bon, c'était il y a longtemps, je lis beaucoup de livres, donc parfois ça se mélange, mais en effet, si je me souviens bien, elle décrivait le fait que son amoureux avait un AVC ou un accident cardiaque, et en effet que elle tenait alors que lui était dans le coma, c'est ça, hein. C'est ça, ouais. C'est ça. Mais il y Ouais. a vraiment comment dire, une relation tripodienne forte entre ces deux livres, j'ai eu l'impression en tout cas. Mm. Et celui-ci vient totalement en complément de cet autre livre. Ce que j'aimerais savoir, c'est, vous avez imaginé un homme qui vit après la mort, en tout cas, c'est difficile de le dire comme ça, il ne vit pas après la mort, il regarde après la mort. Est-ce que c'est une sorte de fantasme? Est-ce que c'est une crainte, finalement, de votre côté? Est-ce qu'il y a une part, entre guillemets, de fantasme sur le fait de regarder ce qui se passe après, ce qui peut être extrêmement dangereux? Alors dans le livre, c'est pas le cas, mais notamment sur la jalousie, de voir, on imagine peut-être cette femme aller avec un autre homme potentiellement. Je me suis posé la question tout au long du livre si cet événement allait potentiellement venir. Et la cruauté terrible de voir un homme euh, tout simplement, entre guillemets, prendre sa propre femme. Euh, vous vous êtes posé la J'ai question? plutôt l'impression que c'est vos angoisses, là, Non, Anthony, qui s'est non, je me suis posé la exprimé. question. Je me suis posé la question vraiment sur le Mais regard parce que ça peut être totalement terrible et cauchemardesque. Ça peut finir clairement en thriller. alors, oui, oui, bon, c'est sûr que on n'est pas dans le thriller, mais vous aurez noté que j'ai répondu Oui, à votre inquiétude parce qu'à un moment, justement, assez tard, lui, pas du tout jaloux. il dit il souhaite surtout qu'elle soit dans la vie, en fait, et qu'il est prêt à ça. Et ce qui me semblait assez intéressant à raconter, c'est qu'en fait, ça fait même pas un an qu'il est mort, donc évidemment, elle est absolument incapable de s'ouvrir à qui que ce soit d'autre. Et donc, en fait, lui, en fait, l'observe. Être observé par un jeune mec qui la trouve jolie alors qu'elle est plus âgée que lui et tout ça. Et en fait, elle-même ne s'en rend pas compte. Et j'ai trouvé ça justement assez rigolo et chouette de montrer que pour lui, c'était plus un problème, parce qu'il n'est plus là. On n'est pas ni dans le thriller hollywoodien, ni dans le mélo hollywoodien, ni non plus dans le fantasme de vouloir contrôler les gens à distance. C'est pas du tout ça. C'est vraiment la question
En fait, c'est la question du temps. C'est pour ça que mon livre, il est séquencé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, si vous vous souvenez bien, justement, il ne voit plus après un an. Donc, on suppose aussi qu'il n'aura pas besoin de voir sa femme dans les bras d'un autre, puisque il ne verra plus, quoi. Mais ce qui m'importait, moi, c'était ça, c'était la question du temps, c'est-à-dire comment est-ce que nous, vivants, nous affrontons la question du temps euh, face au deuil, et comment lui, qui n'est plus dans les vivants, va affronter cette question du temps, parce qu'en fait, en fait, on suppose toujours, parce qu'en fait, on suppose, enfin, soit on croit en Dieu et on pense qu'en effet, il y a une vie après la mort, mais si on pense, on ne croit pas en Dieu, on pense qu'il ne se passe rien après la mort, donc on suppose que pour la personne qui est morte, ça s'arrête brutalement. Et on sait que pour ceux qui sont restés en vie, ça n'est pas le cas. Et en fait, ça me semblait intéressant de me dire, ben, imaginons en fait que pour la personne qui s'en va, ça se fait aussi comme pour nous, en fait. Ça se fait par étapes. Ce qui fait que c'était en fait une espèce de ruban de Moebius, en fait, ce livre. C'est-à-dire que c'est à la fois notre temps du deuil, tout en étant le temps de celui qui n'est plus là, qui en fait, vit la même chose que nous en n'étant pas vivant. Donc, en fait, à chaque fois, on déplie quelque chose et on se retrouve de l'autre côté de quelque chose qui n'est jamais complètement la même chose que notre point de départ. Je ne sais pas si je suis clair, pas forcément. Si, si, c'est clair. C'est aussi la question de la déliquescence de Lucas, même si on parle de déliquescence, mais en même temps, il est déjà décédé, mais il perd le lien avec sa famille. On sent que petit à petit, il perd ce lien-là, comme s'il y avait une sorte d'antichambre, de continuum entre la vie et la mort. C'est ça qui est très fort aussi dans votre roman, c'est qu'on a l'impression que il y a une antichambre, il y a un moment clé entre les deux passages, entre ce monde des vivants et des morts, et je trouve que vous le mettez en avant de manière parfois subtile, pas forcément écrite, mais on sent qu'entre les deux, il y a quelque chose. Mais vous n'avez pas forcément répondu à ce que j'ai demandé tout à l'heure sur le fantasme de vivre après la mort, ou en tout cas de regarder à travers les morts. Est-ce que c'est un fantasme ou une crainte pour vous? Non, non, justement, enfin, j'ai cru répondre en disant que c'était pas un fantasme parce qu'en fait, c'est compliqué, il y a plusieurs strates. C'est-à-dire qu'en fait, moi, si j'écris ce livre, c'est évidemment pour affronter la question telle qu'elle nous importe, nous, c'est-à-dire du côté de la vie. Euh, le fantasme que justement il y ait une vie après la mort, bon, bah là, on est un peu dans cette espèce de pari pascalien. En effet, on a intérêt à croire qu'il y a une vie après la mort parce que ça la rendra certainement plus facile et que donc du coup, quelque part, on pourra continuer à regarder ce qui se passe dans le monde des vivants. On a intérêt à croire à l'hypothèse que je formule dans ce livre. Moi, personnellement, j'y crois pas vraiment. Donc je ne pense pas du tout que ça sera comme ça. Et, et j'ai pas du tout écrit le livre dans cette perspective-là. Je l'ai écrit, comme je vous le disais, pour construire un balancement métaphorique par l'écriture, en fait sur cet affrontement entre la présence et l'absence. En fait, c'est quelque chose que, voilà, qui est traitable, qu'on peut traiter d'un million de façons différentes. Et en effet, moi, je trouvais intéressant d'inverser cette question du point de vue parce que, euh, voilà, ça racontait autre chose, mais en fait, j'en sais rien. C'est-à-dire que si je vais plus loin, j'en sais rien. J'ai eu cette idée, je me suis dit, tiens, mais je pourrais essayer d'écrire ça, on va voir ce que ça donne. Et puis je l'ai fait, voilà. C'est vrai que pour le coup, j'avais pas de projet ni en amont ni en aval sur cette question justement du fantasme. Le seul truc, c'est qu'en effet, je me suis rendu compte en écrivant le livre qu'il y avait un film. Alors, je croyais qu'il y en avait qu'un. En fait, il y en a plein des films américains dans lesquels en fait, des gens sont morts et donc participent. Au monde des vivants. Finalement, en fait, c'est toute la thématique, mais il y a cette histoire très drôle, c'est que quand mon amoureuse me parle du livre la première fois qu'elle le lit, elle me dit, ah, mais ce fantôme. Et je lui dis, mais de quel fantôme tu parles, en fait? Parce que je ne voyais pas de, de qui il était question quand elle parlait de fantôme. Et en fait, c'était ce personnage de Lucas qui était le fantôme. Et je m'en étais même pas rendu compte, jamais j'avais mis le mot fantôme, en fait, pour désigner ce qu'il était parmi. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que j'étais de toute façon dans un autre dans une réflexion qui n'était pas du tout euh, connectable à un objet classique, on va dire, enfin, moi, j'imagine que j'aurais vu que c'était un fantôme si j'avais été le lecteur du livre, mais comme j'en étais l'auteur, je ne voyais pas du tout les choses comme ça. Il y a d'ailleurs aucune communication qui est tentée de la part de Lucas vis-à-vis de Roxane ou de son enfant. Ça, c'est intéressant, c'est que finalement, il n'essaye même pas. On a l'impression que
il n'a presque plus d'émotion. Il est comme effacé. Alors, fantôme, c'est vrai que ça aurait pu être un mot-clé dans l'histoire, mais je trouve que véritablement, il est comme une ombre et que la communication n'est même pas tentée. C'est ça que je trouve fort, c'est que vous arrivez aussi à le faire exister sans le faire exister. Est-ce que ce choix, par contre, il était conscient justement de ne pas s'immiscer dans le monde des vivants? Ce qui me semblait évident, c'est que je ne pouvais pas me retrouver, enfin que je ne voulais pas, moi, en tant qu'auteur, me retrouver à me demander ce que lui allait ressentir, parce qu'en fait, ça faisait trop, en fait. On ne pouvait pas être des deux points de vue en même temps. Donc pour moi, c'était évident tout de suite qu'en fait, il n'était que spectateur. Et donc, il fallait que j'évacue cette question-là dans le livre pour pas que la personne lisant le livre se dise, mais enfin, quand est-ce qu'il va être contrarié ou triste, etc. Et donc, j'explique très très vite, au tout début du livre, il ne ressent pas en fait cette tristesse, il ne ressent pas ce sentiment de colère, ainsi de suite, qui est ce que les vivants, eux, sont en train de ressentir. Là, c'est parce que tout simplement, pour moi, c'était pas le but, en fait. Le but, c'était justement que ne ressentant rien, il affronte en fait cette situation qu'il observe en fait. Et c'est vrai que j'ai vu passer des critiques de personnes ayant lu le livre se disant, mais en fait, moi, ça m'a posé problème qu'il ne se révolte pas, en fait, contre sa propre mort. Or, pour moi, enfin, c'était évident que, enfin, tel que j'avais bâti le livre, il n'était pas en train de se mettre en colère, il n'allait pas se mettre en colère, ça n'avait pas de sens, ça a eu lieu, et en fait, justement, lui, il n'a plus prise là-dessus. Et ce que j'essaye de dire un tout petit peu plus tard, justement, dans le livre, c'est que de toute façon, même la souffrance physique telle que ceux qui sont restés se l'imaginent, en fait, lui, il aimerait leur dire qu'en fait, ça ne compte plus du tout pour lui parce que justement, il est dématérialisé. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, il est effacé quelque part. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment voir ce livre de façon métaphorique, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui reste, c'est ses souvenirs de ce qu'il a vécu avec sa famille qui rentrent en résonance avec ce qu'il peut continuer à avoir de sa famille. Et c'est ce dialogue, cette espèce de champ de rebond, en fait, entre ses souvenirs et ce qu'ils sont en train de vivre, en étant de son point de vue à lui, voilà, qui sont en jeu. C'est-à-dire qu'en effet, moi, dans la narration, je ne suis pas dans la tête des personnages vivants. Et si je suis dans sa tête à lui, je ne suis dans sa tête que en prenant enfin, en ayant décidé, disons en amont, que sa tête n'est que de l'ordre de la perception et non pas des sensations des vivants, quoi, en fait, qui en effet ont à voir avec la colère et la tristesse. Voilà. Et puis, on a aussi l'impression que quand on perd quelque chose, quand on perd quelqu'un, on a cette sensation de vouloir la remplacer. Et pour le coup, là, c'est un olivier qui permet ce remplacement, ou en tout cas cette reconstruction, puisque la famille plante un olivier. Et c'est notamment la fille, Sophia, 16 ans, qui va s'en charger, qui va polir cet olivier, qui va essayer de tout transférer à l'intérieur. C'est le pouvoir des objets dont vous parlez aussi. Alors, c'est l'olivier est peut-être un peu plus qu'un objet, mais en tout cas, vous mettez aussi en avant cette manière de remplacement, de transfert de la peine, de la douleur, à travers un objet qui a finalement beaucoup d'importance aux yeux des vivants. Oui, puisque ce que je raconte dans le livre, c'est que cet objet, euh, il est choisi de façon arbitraire, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas pourquoi tout d'un coup, un objet, ou en effet une plante en l'occurrence, un arbuste, vont représenter quelque chose d'important, en fait, de très important, alors que finalement quelque chose d'autre, c'est ce que je dis à un moment, je crois, dans le livre, où en fait, lui, il avait, avec sa famille, ils avaient planté un autre arbre, je ne sais même plus ce que c'est, Citronnier. je crois que c'est un charme, ah oui, un citronnier, exact. Et en fait, cet arbre-là, dont on pourrait penser que il est important, puisqu'en fait, c'est leur arbre commun, en fait, sa fille, justement, va se préoccuper énormément du nouvel arbre, de celui qui a été planté en son souvenir, justement comme si cet arbre-là le représentait beaucoup plus que l'arbre qu'il avait planté en réalité. Et bon, voilà, ça, c'est quelque chose qui me semble intéressant, cette idée que on élabore en fait des dispositifs les uns les autres qui nous sont toujours propres et qui ne sont pas complètement parfois logiques en fait par rapport
par rapport à la personne qui n'est plus là. Et voilà, en l'occurrence, je trouvais intéressant cette idée que finalement le citronnier aurait pu crever et ça ne lui aurait rien fait, alors que c'est Olivier qu'elle avait planté en souvenir ou qu'ils ont planté en souvenir. Tout d'un coup, ça, c'est comme si ça le représentait. Et d'ailleurs, un peu plus tôt, si je me souviens bien, il y a un dialogue avec la mère et la fille dit à la mère, mais qu'en fait, si justement l'arbre qui plante meurt, ça va être très dur pour eux. Et puis la mère elle dit, mais en fait, ça ne sera jamais plus dur que ce qu'on a déjà vécu. Donc voilà, c'est ces choses-là qui sont à la fois très banales et qui en même temps sont énormes. Je pense que quand on vit un deuil, c'est cette chose très étonnante. C'est à la fois d'une simplicité incroyable, d'une brutalité minuscule, ça se réduit à presque rien. Et en même temps, voilà, on est transporté dans une forme d'énormité, c'est-à-dire à la fois l'énormité de la dureté de la chose et en même temps de l'infini qui va se déployer dans les questions qu'on va devoir affronter et dans la nouvelle vision du monde qu'on va vivre. Et à un moment donné, il y a un conflit entre Lorenzo et son père, avant sa mort, bien entendu, et notamment une dissertation. Et donc, c'est le moment de dissertation, Raphaël. Vous allez devoir répondre à cette dissertation, qui est la suivante. Si vous étiez un animal, comment jugeriez-vous l'auteur ou l'homme que vous êtes? Et non plus le collégien, comme il s'adresse à Lorenzo. Mais c'est un scandale parce qu'on m'avait envoyé les questions qu'on allait me poser, mais on n'y Celle-là, arrivait pas. elle est surprise. Alors, donc, un animal qui devrait juger, mais qui? Moi, Raphaël Mels ou Et oui, vous. Si vous étiez un animal, comment jugeriez-vous l'auteur ou l'homme que vous êtes? Alors, vraiment, c'est la pire question qu'on pourrait me poser parce que il faut savoir, il y a beaucoup de choses que j'aime dans la vie, mais je suis pas un grand fan d'animaux. Je suis pas quelqu'un qui ait pratiqué beaucoup les relations avec les animaux. Donc, c'est très difficile pour moi de me projeter dans un animal. Et en plus, une fois que j'aurais fait ça, il faudrait que j'imagine comment cet animal me regarde, moi, en tant qu'écrivain. Alors là, c'est absolument C'est ce impossible. c'est ce que vous avez en tout cas, c'est ce que vous avez infligé à Lorenzo en sujet dissertation, hein. C'est vous-même, hein. Ah ben voilà, c'est des dissertations de troisième je ne sais plus en quelle classe il est. Mais Très j'avais bien. oublié, c'est son sujet de dissertation, ça? C'est son sujet de dissertation, oui. Non, mais oui, mais comment il le regarde en tant qu'enfant, pas en tant qu'auteur? C'est très différent parce que du coup, c'est beaucoup plus facile quand on est un collégien de construire ce dialogue imaginaire entre le. Mais vous voyez, j'avais oublié, c'est drôle. J'avais oublié que j'avais pris ça, mais ça, c'est, Mais c'est elle est terrible cette scène. Elle est terrible cette scène parce Ah oui, que en revanche, non, non, ça, j'ai pas voilà. oublié la scène. Non, non, j'avais oublié que c'était le sujet, en fait, de sa dissertation. Enfin, de sa rédaction, plus exactement, parce qu'il est au collège. Donc, c'est pas c'est pas une dissertation, c'est une rédaction. Oui, ben, en fait, c'est marrant, cette scène. J'ai voulu l'écrire parce que je me suis dit, il y a aussi cette chose terrible qu'il y a, qu'on peut vivre, justement, quand on est dans des relations humaines banales, qu'on ne sait pas que le drame va arriver. C'est-à-dire que parfois, on s'engueule, parfois il y a un malentendu. Et là, c'est cette fameuse engueulade entre ce collégien et son père sur un sujet anodin, etc. Et qu'après, en fait, mais c'est en ça que mon livre, je pense que c'est aussi un livre de consolation, parce qu'en fait, donc, le collégien pense que donc son père était fâché parce qu'en fait, il voulait lire la rédaction et le fils ne l'avait pas donné. Et donc, en fait, le fils l'avait déposé et donc le père part faire du vélo et meurt, en fait. Et donc, le fils est persuadé que son père n'a donc pas lu cette rédaction alors qu'il lui avait dit, j'aimerais la lire. Et en fait, justement, dans mon roman, le personnage du père peut nous dire à nous, lecteurs, et voilà, c'est la particularité de ce livre, c'est qu'en fait, comme dans un mélange hollywoodien, justement, on a une espèce non pas de happy end, parce que c'est en plein milieu donc un happy middle, au milieu du livre. Et en fait, on apprend qu'en fait, le père, juste avant de partir, est parti aux toilettes et est tombé devant la. Donc là, on est vraiment justement dans le banal. Il est tombé sur la copie de son fils, il l'a prise, il l'a vue aux toilettes. Et donc, en fait, il la reposait au même endroit et il allait prendre son vélo. Donc, en fait, ni la mère ni le fils ne savent qu'il l'a lu, mais lui, il sait qu'il l'a lu. Et donc, en effet, il voudrait le dire à son fils, il ne peut pas le dire, mais en revanche, il nous le dit à nous qui avons le livre entre les mains. Et donc, on a une forme justement de consolation par rapport à cette souffrance et à cette dureté. Donc voilà, là encore, je mets en jeu à la fois la difficulté qu'on peut éprouver parce qu'on aimerait rembobiner quand on est du côté des vivants. Et justement, l'intérêt que mon livre permet justement de faire ce rembobinage et donc de donner des clés supplémentaires à la personne qui lit le texte. Eh bien, Raphaël, c'est le moment du premier extrait que vous allez nous lire. Et avant ça, on va prendre une petite photo de groupe. Voilà. Oui.
comme on en a l'habitude. 3, 2, 1. Prenez la pause. C'est bon, parfait. Raphaël, c'est à vous. Alors juste avant de lire, je veux dire, parce qu'en fait, les deux extraits que j'ai choisis se répondent dans le livre. C'est les deux ont à voir avec le piano. Donc, c'est les deux scènes, en fait, où il y a du piano. Donc, je les ai choisies volontairement parce qu'elles fonctionnent l'une après l'autre, mais évidemment, elles se suivent pas dans le livre. Donc là, c'est le tout début de la partie qui s'appelle Un mois. Parce que donc le livre est séquencé en moments qui sont de plus en plus longs, parce que c'est d'abord 1 minute, puis 1 heure, puis 1 semaine, puis 1 mois, puis 1 an, et puis ensuite la suite. On s'habitue, pas à l'absence. Eux trois ne s'y habituent pas, ne s'y habitueront jamais vraiment. Mais lui, à percevoir le monde avec plus de couleurs, plus de détails, plus d'intensité, à l'entendre avec plus de complexité, plus de profondeur. Maintenant, Lucas ne remarque plus vraiment que c'est ainsi. C'est ainsi. Il a du mal à se souvenir du monde d'avant, le monde moins riche, moins démultiplié, le monde normal, le monde vivant, leur monde à eux. Mais dorénavant, Lucas ne peut plus rien sentir. Plus rien de Roxane, plus rien de Sofia, plus rien de Lorenzo. Il ne les sentira plus jamais. Il a franchi cette étape, perdu cela aussi. Le goût, si vite, le toucher avant même de les avoir retrouvés. Maintenant les odeurs. Eux ont tout perdu de lui, n'ont plus rien à partager. Lui, il lui reste beaucoup encore, les voir et les entendre. Ce n'est pas rien, mais le voilà un peu plus loin d'eux. Ils ont perdu une part de leur matérialité, de leur corporalité. Il a fait un pas encore qui l'éloigne. Alors il écoute. Il écoute Roxane au piano qui joue la 11e variation Goldberg. Variation minuscule, c'est une des plus courtes, des plus obsessionnelles aussi. Ça tape, ça frappe, ça se répète, ça ne semble ni monter ni descendre, comme une sorte de plat qui vibre à fond pourtant. Ça avance, mais comme des ondes quasiment identiques, comme des segments qui sont toujours les mêmes et toujours un peu différents, sans qu'ils aient ni début ni fin. Ils se succèdent en se superposant. Roxane joue la variation en boucle, les deux pages posées devant elle. Quand elle arrive à la fin, elle reprend tout de suite au début, ce qui rajoute au côté répétitif, cercle infini de quelques notes répétées compulsivement. Roxane accélère un peu à chaque fois. Arrive un moment où ce ne sont presque plus des notes distinctes, mais une sorte de grondement, de vague qui avance et qui est un peu tout, dans laquelle Lucas n'arrive plus à entendre ce qui est main droite ou main gauche, même en regardant. C'est un enchevêtrement de structures multiples, c'est tant de monde en à peine plus d'1 minute, répété plus de 50 fois. Ça structure les pensées de Lucas et il se dit que ça doit faire pareil à Roxane, l'aider à organiser le chaos du monde qui est le sien maintenant. Si Bach a réussi à faire si clair, si net, si elle arrive à le jouer si précis, si vite, alors, quand même, c'est que quelque chose tient, quelque chose. Merci, Raphaël. Alors, par rapport à cet extrait, notamment, on voit qu'il y a peu de ponctuation dans certains chapitres, comme si finalement la respiration était annihilée. Qu'est-ce que vous vouliez justement mettre en avant avec ce... J'ai cru au début d'ailleurs que le livre allait être sans aucun point final, comme a pu faire Krasna-Horkai ou d'autres finalement. Euh, Comment vous avez justement géré ces chapitres-là en un seul souffle, sans aucune respiration? Ou presque. Alors les virgules sont là pour respirer légèrement, mais on a l'impression que c'est un flot continu, comme si vous vouliez éradiquer toute vie dans ce personnage-là aussi. Oui, ça m'est venu comme ça. Alors, il y a quand même régulièrement des toutes petites phrases très courtes, tac, tac, qui vont quand même ponctuer et casser quelque chose de cette longue phrase. Mais c'est vrai que, voilà, bon, en général, j'écris déjà quand même, j'ai l'habitude de faire des phrases assez longues. Et là, c'était encore beaucoup plus long que d'habitude. Ça m'est venu comme ça. En effet, parfois, j'avais l'impression que j'allais écrire pas un paragraphe, je veux dire un passage, ces fameux passages qui commencent par et puis. J'ai l'impression qu'à chaque fois, je ferais une phrase par passage. En fait, c'est pas tout à fait le cas. Voilà, ils peuvent faire deux, trois très longues phrases. Et puis surtout, j'avais besoin aussi de rupture de rythme et donc du coup de casser. C'est-à-dire que il y a pas de dispositif en fait. C'est vraiment. Mais c'est vrai que j'ai écrit dans quelque chose
Peut-être que ça a à voir avec l'idée qu'il n'y a plus de respiration, en effet, chez ce personnage, et que donc du coup, il a pas besoin de respirer. D'ailleurs, là, j'ai respiré plusieurs fois pour lire le texte. On est obligé de respirer parce qu'il y a pas assez de points sinon pour reprendre sa respiration. Donc, voilà, je tente cette hypothèse parce que j'y avais pas pensé jusqu'à présent, mais ça me semble être assez logique en fait pour quelqu'un qui a un autre rapport justement au souffle et et au temps et à la capacité à ce que les choses se déploient par les mots. Voilà, ça me semblait évident en tout cas que j'allais écrire comme ça, que j'allais pas écrire de façon très heurtée, ce que de toute façon, comme je disais, je ne fais pas en général. D'accord. Sandra, c'est à toi. Oui, merci. Bonsoir, bonsoir à tous et bonsoir Raphaël. Merci pour votre texte d'abord parce que c'est superbe, voilà. Superbe d'émotion. Comme on est sur une question technique là précédemment, enfin je m'interrogeais en fait pendant ma lecture, savoir si vous-même vous étiez interrogé sur j'imagine, hein, sur le pronom personnel à utiliser. Est-ce que vous avez choisi de parler de Lucas à la troisième personne, avec un point de vue interne quand même assez fort, forcément? Et est-ce que vous avez à un moment donné hésité pour un jeu, parce que finalement c'est lui qui observe, c'est lui qui regarde, c'est lui qui ressent, donc c'était aussi une possibilité, j'imagine. Alors, ben, Et même j'ai un pas du tout tu. pensé. Et même un tu potentiellement pour vous adresser à Roxane, ça aurait pu aussi. Alors, ouais, j'aurais pu. Alors, mon livre précédent, là, dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Toutes les personnes, c'était un livre qui était écrit au je, tu, il, nous, vous, il. Donc, chaque chapitre était construit autour d'un des six pronoms. Ce qui d'ailleurs jouait sur enfin, le titre, Toutes les personnes jouait là-dessus, parce que c'était aussi les six personnes. Euh, mais là, non, non. Alors là, pour le coup, c'était évident pour moi qu'il fallait écrire au il. C'est-à-dire que pour moi, lorsqu'on écrit au jeu, quelque part, on est obligé dans l'écriture vraiment de devenir le personnage justement dans le. En fait, c'est très simple, quand j'écris au jeu, il faut vraiment que je puisse me représenter que je suis le personnage. Et là, quand même, même si évidemment je pensais beaucoup à ce qu'il était, je pouvais pas me dire je. Enfin, ça me semblait impossible de me mettre à sa place, en fait, quelque part. Donc, puisque justement, je devais être dans une création de ce point de vue impossible qui est celui de quelqu'un qui n'est plus là. Donc le jeu aurait été, je dirais, vraiment une transgression ultime dans la transgression que je fais déjà en racontant quelque chose qui n'est pas racontable en réalité. Donc non, non, ça m'a pas traversé l'esprit. Euh, il n'y a pas très longtemps, je suis retombé euh, je crois, sur les brouillons d'un livre où je suis passé, je crois, du jeu au il sur un livre. Et je me dis, ah oui, c'est vrai, ça change énormément, en fait. C'est étonnant. Enfin, voilà, j'ai revers le livre, je dis, ah, mais c'était vraiment tout autre chose que ce que j'en ai fait ensuite, quoi. Et, euh, et donc, je comprends très bien qu'on puisse essayer, parce que justement, ça a pu m'arriver d'essayer de passer de l'un à l'autre. Mais là, pour ce livre-là, c'était hors de question. Enfin, je veux dire, c'était évident que j'allais le faire au Will, parce que justement, je pense que moi, en tant que narrateur, je suis encore là à une autre place. Voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a des emboîtements, il y a des espèces d'effets métaphoriques avec ce système de ruban de Moebius en plus. Donc, il faut forcément que moi, en tant que narrateur, je sois extérieur à tout ça pour que l'ensemble puisse fonctionner correctement. Si j'avais mis le jeu, je pense que j'aurais pas réussi en fait. Enfin, je pense, j'en suis sûr, j'aurais jamais pu écrire au jeu. Et puis il y a beaucoup, tout à l'heure vous avez lu un extrait sur le piano notamment, et beaucoup de références musicales, que ce soit les variations Goldberg, que ce soit Véronique Sanson, Christophe, cette scène notamment sur cette chanson qu'on pourrait choisir pour un probable enterrement, en tout cas une mort future. Scène terrible. Justement, comment vous avez choisi ces chansons-là, ces musiques? Est-ce que ce sont celles qui vous habitent? Et je crois que Raphaël s'est redéconnecté, il est figé, je le reprends tout de suite. Je parlais donc dans le vide depuis 2 minutes. En fait, ça fait des petites pauses, je pense que c'est bien. Voilà, c'est On ça. crache toutes les 20-30 minutes, C'est on la reprend un peu virgule. la respiration et on repart dans la tristesse.
C'est la virgule dans le texte. Voilà. D'ailleurs, je vois que, ah oui, je vois qu'il y avait un Ça y autre est. Raphaël. Donc, apparemment, je pars, mais je reste un peu présent. C'est peut-être une métaphore de ce livre, là encore. Exactement. C'est le thème de la soirée. Un Raphaël vivant, un Raphaël décédé. Vous êtes tous les deux là, on est ravis. Alors, pour les références musicales, c'est ce que je vous demandais. Il y a à peu près 3-4 références musicales. Les variations Goldberg, bien sûr, puisque Roxane en joue régulièrement. Véronique Sanson et Christophe, où cette scène si émouvante, si terrible du choix de cette chanson-là pour l'enterrement de Lucas. Elle ne sera pas forcément choisie pour le coup, et ça montre aussi que le roman n'est pas une comédie romantique non plus, parce que dans n'importe quelle comédie romantique, la chanson aurait été jouée. Vous prenez encore une fois le contre-pied, parce qu'on est tellement bouleversé lors de ce genre d'événement qu'on ne pense pas forcément à ce que nous a dit le défunt. Ces chansons-là, j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qu'elles représentent pour vous, pour l'auteur, pour Lucas. Comment vous avez choisi ces chansons-là? Bah, il y a une part intime forcément dans les choix qu'on fait de musique parce qu'elles nous ont touchés, parce qu'elles évoquent des choses pour nous. Et il y a aussi un besoin extrême que ça fonctionne dans le livre. Donc, voilà, comme je pense que comme toute personne qui écrit, je suis en permanence travaillé par des choses qui me viennent spontanément parce que elles sont en moi dans ma vie, et puis d'autres que je vais aller chercher parce qu'elles vont fonctionner à ce moment-là. Par exemple, je pense à la chanson de Véronique Sanson, toute une vie sans te voir. Je sais pas, tout d'un coup, je me suis dit, bah, en fait, est-ce que je l'écoutais? Je sais même plus, mais tout d'un coup, je me dis, bah, voilà, en fait, toute une vie sans te voir, il y a quelque chose. Mais en fait, honnêtement, je me souviens plus comment j'ai écrit ça, mais il est possible qu'à certains moments, je me sois dit, tiens, il faut que je trouve une chanson parce que j'ai envie d'écrire euh, quelque chose qui a à voir avec justement la chanson. Donc, c'est difficile de répondre à cette question. Ce qui était important pour moi, c'est justement là encore de rester dans quelque chose de très simple. Voilà, on fait tout ça, en fait, écouter de la musique, on fait tout ça, avoir des chansons plus ou moins fétiches, qui évoquent des choses importantes. Bon, c'est drôle parce que là, en même temps que mon livre est sorti, un livre qui s'appelle La Longe. Donc, j'ai été invité dans une émission de radio avec son auteur, enfin son auteur, eux. Et, euh, et ben, en fait, le livre, qui est aussi un livre qui parle de la mort, était aussi travaillé par la question des chansons écoutées, etc. Et, ça semble évident parce que justement aussi quand face à la dureté, face à la violence du choc, en fait, il y a des choses qui petit à petit vont revenir. Et en l'occurrence, la musique fait partie des choses qui aident, à mon avis, à reprendre un peu pied. Donc voilà, donc c'était évident. Il se trouve que je fais du personnage de Roxane une prof de piano. Donc le piano est central chez elle. Et lui, le personnage, est plutôt quelqu'un qui va être fan de variété française. Voilà, en effet, comme le dit Sandra, si pas chant du sang, c'est le passage, voilà, que je ne peux pas vous le lire parce que justement, il aurait fallu qu'on passe la musique, je conseille aux personnes qui aiment le livre d'écouter les chansons parce qu'elles sont très belles, et en l'occurrence, celle de cette scène avec cette chanson de Christophe où il dit je t'aime encore. En fait, là, c'était ce qui était intéressant pour moi, c'était de construire justement non pas comme une comédie romantique, mais comme un livre de Raphaël Mel, c'est-à-dire que en fait, il lui avait dit qu'il voulait qu'il y ait cette chanson. Et en fait, elle l'écoute, et c'est un moment où lui n'entend plus, puisqu'en fait, il a perdu ce sens-là. Et donc, du coup, elle va se retrouver à écouter cette chanson. Et lui a vu le disque, a vu qu'elle était allée mettre cette plage numéro 13. Donc, il sait très bien qu'elle est en train d'écouter cette chanson-là. Et donc, voilà, ça me permet de travailler aussi ce motif des couches, en fait, différentes, puisqu'en fait, il lui a parlé de cette chanson, elle est en train de l'écouter, il voit en fait qu'elle entend le message qu'il avait codé. Voilà, donc il y a trois niveaux en fait entre du point de départ jusqu'au point d'arrivée. Et ça, c'est ça qui m'intéressait justement parce que je reste quand même un écrivain, que ce que je dois faire, c'est bâtir quelque chose avec mes mots. Et donc là, ce qui m'intéressait, c'était qu'il y ait ces trois niveaux avec cette chanson. Donc c'est voilà, j'ai répondu à votre question. Il y a quelque chose qui me vient spontanément, intimement dans mes choix. C'est sûr que j'aime beaucoup, par exemple, ce chanteur Christophe. Donc,
par ailleurs, ça fonctionnait très très bien de construire comme ça. Je veux dire, des chansons où quelqu'un dit je t'aime, je pense qu'il y en a des centaines ou des milliers peut-être même. Donc j'avais que l'embarras du choix, c'était pas le plus difficile. Mais il fallait que ce soit une chanson qui me, et d'ailleurs, ce que je peux dire là, parce que je crois que je l'ai jamais dit dans les rencontres, mais en fait, moi, j'écris toujours en écoutant de la musique. Et en fait, là, pour écrire ce livre, justement, j'ai écouté une musique que je ne cite pas dans le livre. Donc, c'est ça qui est drôle, parce que je cite d'autres musiques. J'ai écouté un disque qui s'appelle Tabula Rasa de Arvo Part, en fait, qui est un disque qui est justement extrêmement mélancolique et empreint, voilà, de cette espèce de ferveur. Pour moi, renvoie beaucoup au sentiment de la mort, mais sans doute parce qu'il y a un des moments qui est un chant en hommage à Benjamin Britten. Donc, mais voilà, je pense que tout le disque est travaillé par la question de la mort et sans doute même de la musique qu'on joue pour les morts. Donc voilà, j'ai écouté, c'était très, très marrant parce qu'en fait, le disque, je crois, dure 55 minutes. Et donc, je commençais à écrire, je faisais play et j'avais 55 minutes de Arvo Part dans les oreilles. Et, euh, et après, en fait, je ne sais plus ce qu'il y a sur mon logiciel. Mais parfois, j'écrivais quand même plus que 55 minutes. Et donc, du coup, hop, j'enchaînais avec le. J'ai oublié. Donc, c'est ça qui est très drôle. Alors, je me souviens très bien que c'était donc ce Arvo Part qui était là. Est-ce que c'est vraiment cliché d'écouter un vinyle d'Ella Fitzgerald? Je pense que c'est un peu cliché, comme beaucoup de choses sont clichés dans cette famille, que ils font du vélo, ils ont une petite maison à Marseille. Enfin, je sais pas comment dire. Voilà, il y a beaucoup de petits clichés sympathiques sur voilà, une famille avec un certain capital culturel. Qui n'a pas l'air d'avoir beaucoup de soucis, ni d'argent, ni de quoi que ce soit. Mais comme je le disais, ça m'intéressait justement de travailler sur euh, des gens tellement cliché que ce qui allait leur arriver justement était très différent du cliché. Donc du coup, allait les sortir complètement de ce cliché d'une vie banale avec voilà, des bons vieux vinyles de jazz à écouter le soir. Mais là encore une fois, ce sont des petites choses de rien du tout qui me servent moi à construire quelque chose sur à la fois la profondeur de ce dont on doit profiter en fait quand on est en vie, des petits gestes de rien du tout. Et puis de l'autre côté, justement ce que ça construit en fait dans nos souvenirs, ces petites choses de rien du tout, pour nos souvenirs de la personne qui n'est plus là. Sandra, c'est à toi. Oui, par rapport à la question de la musique, qui est très présente dans le roman, comme vous l'aviez expliqué. En fait, je voudrais revenir sur l'histoire du temps, du découpage du temps. Il y a cette scansion du temps là qui est présente aussi à l'intérieur même de chaque moment, le mois, l'année, etc. Enfin, moi, je l'ai lu comme ça, avec les et puis qui se répètent. Et je voulais en fait savoir si vous aviez travaillé tous ces paragraphes et puis alors aussi parfois, hein, il y a ce début parfois, si vous aviez travaillé ça comme une chanson. Moi, j'ai eu l'impression à chaque fois de lire ça comme une sorte ouais, de chanson qui se déroulait. Et en plus, à chaque fois, vous terminez souvent par un ou deux mots, quelque chose de très court, un peu comme un début enfin, une mort des morts qui s'accumulent, des petites morts qui s'accumulent. Enfin voilà, je voulais savoir s'il y avait un lien entre la présence de la musique et ce temps scandé en fait au fur et à mesure du roman. Je n'y avais pas pensé, donc c'est intéressant que vous le posiez comme ça. Comme je disais, c'est vrai que j'écoute beaucoup de chansons et de chansons françaises qui datent d'il y a un certain temps, donc qui respectent en effet ce format, ces fameuses chansons qui durent à peu près 3 minutes 30, 4 minutes. Et, euh, et en effet, peut-être que quelque part, inconsciemment, ça a travaillé ces séquences qui sont courtes. Et qui peuvent renvoyer. Et en effet, c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, j'en écrivais une chaque jour, donc on peut voir en effet chaque petit bloc comme une nouvelle, en tout cas petite entité, et donc pourquoi pas une chanson dans un album. Moi, je raisonnais moins quand même comme ça que comme ces fameux épuis, en fait. D'ailleurs, pendant un moment, j'ai pensé que le livre devrait s'appeler Épuis. Et puis c'était aussi un peu fade, en fait, je pense, comme titre de livre. Mais c'était pas très facile d'ailleurs de trouver un titre pour en reparler. Mais
Mais en fait, je voyais le moment. Enfin, c'est par exemple, je, je- je commençais à écrire et j'écrivais et puis, en fait. Et je- C'est le moment, c'est le moment inquiétant. Le troisième moment inquiétant de la soirée. Mais on espère qu'il y aura un après. Alors, est-ce qu'il va se reconnecter, Raphaël? C'est bon, ça devrait être bon. Il se reconnecte, ça devrait être OK. C'est bon, Raphaël? C'est de retour parmi nous. Désolé, désolé. Comme je l'ai dit avant, mais tout le monde ne le sait peut-être pas, que donc, je suis sous Linux, et ça, c'est bien. Et vous, vous faites le choix d'être sur Zoom, mais ça, c'est moins bien. Et donc, du coup, j'ai une version que je viens de réinstaller parce que ma version précédente était obsolète et manifestement, elle souffre d'un certain nombre de bugs. Donc, c'est pour ça que ça coupe, quoi. Donc, ouais, ce que je disais sur... et puis, enfin, je ne sais pas à quel moment ça a coupé pour vous, mais ce que je disais, c'est qu'en fait, je n'écrivais pas la veille le et puis du lendemain. C'est-à-dire qu'en fait, c'était le et puis du jour qui me permettait de commencer mon travail d'écriture du moment. Et, et d'ailleurs, pour revenir à ce qu'on disait juste avant, aussi sur la question de la chanson, mais c'est vrai qu'il y a des chansons plus ou moins longues, mais en fait, les séquences ne font pas toutes le même temps. Et c'est vrai qu'il m'est arrivé d'écrire des séquences, mais peut-être sur 2 jours, ça je me souviens plus. Mais en tout cas, il y avait des moments où j'avais envie de raconter des choses plus longues, justement l'histoire de la copie. Un peu plus tard, le moment où au cimetière, la fille vient présenter son amoureux à son père et en fait à la tombe de son père, mais en fait du coup le père est là et voit l'amoureux. Et puis plus tard, une scène aussi avec Roxane qui va chez des amis et les amis ne lui parlent pas de Lucas. Et donc voilà, et tout ça ce sont des moments qui sont beaucoup plus longs dans le livre, qui ne sont pas ces courtes scènes. Parce que j'avais besoin, parfois, j'avais envie, justement, je voulais pas être dans un dispositif, il fallait pas que ça soit mécanique et tout. En fait, j'écrivais ce qui me venait, ce qui me semblait fonctionner, ce qui me semblait être important pour que ce soit dans le livre, quoi. Donc voilà. Et donc pour conclure sur la chanson, oui, ce qui est sûr, c'est que je cherche aussi beaucoup, moi, la question de la musique, en fait. Quand j'écris, je fais partie. Pour moi, il y a deux grandes familles dans les gens qui écrivent des livres, quoi. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont travaillés par la question du sens et ceux qui sont travaillés par la question de la musique, de la musicalité des phrases. Et c'est vrai que moi, bien que je sois un garçon par ailleurs assez rigoureux et rationnel, en fait, lorsque j'écris des romans, justement, je suis beaucoup plus enclin à écouter la musique que à penser au sens et à la logique de ce que je suis en train de faire. Donc oui, en effet, cette écriture, mon écriture, elle a à voir avec quelque chose de cet ordre-là qui est une forme de réflexion de l'écriture sur la musique justement dans le roman. Et ça m'a frappé parce que plusieurs critiques là, de gens qui ont parlé du texte ont dit justement qu'ils trouvaient qu'il était poétique. Moi, jamais je n'ai écrit de la poésie, je suis pas du tout un auteur de poésie, mais voilà, je suis sans doute plus, je serais sans doute plus un auteur de chansons qu'un auteur de poésie. D'ailleurs, dans la table des matières, sur la structure, dans la table des matières, vous mettez entre parenthèses certains mots, goûter, toucher, sentir, entendre, voir, savoir, et ils ne sont pas présents dans les titres, les chapitres. C'est intéressant de dévoiler ça uniquement à la fin. Ça aussi, c'est pour ponctuer finalement ce cycle. Comment vous avez pensé la chose? En fait, très clairement, j'ai essayé, je crois au début, de mettre le nom d'essence, enfin le verbe qui correspond au sens, en dessous de justement du temps dans le livre, c'est-à-dire une semaine, sentir, etc. Et je trouvais ça assez lourdeau, quoi, en fait, justement, ça appuyait trop le dispositif. Et en même temps, j'avais envie qu'on retrouve explicitement écrite quelque part cette liste d'essence pour qu'on voit aussi tout ce qui perd au fur et à mesure. Et donc, en effet, je l'ai mis dans la table des matières parce que je trouve ça assez beau que dans la table des matières apparaisse quelque chose qui, en effet, n'était pas dans le livre. Alors, il faut savoir qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est que lorsque j'ai conçu le livre, je travaillais sur ce séquençage, donc j'ai pensé à cette idée d'essence qui allait être perdue. Et puis, je me suis dit, mais en fait, je ne vais pas écrire sur les cinq sens parce que c'est trop. Donc, la première version que j'ai écrite, elle commençait, enfin, il y avait le prologue, mais après, ça commençait au moment
une semaine, c'est-à-dire au moment où Lucas rentre chez lui, il voit la table, etc. Et quand j'ai fait lire le livre à mon amant, elle me dit, mais c'est dommage parce qu'en fait, c'est très beau cette idée que les sens tombent les uns après les autres. Et en fait, tu as éliminé t'as éliminé les deux premiers comme ça sans les affronter, quoi. Alors je me suis dit, bon, elle a raison, c'est vrai que moi-même, j'avais un peu honte de les avoir escamotés, quoi, mais je trouvais que ça marchait, quoi. Et donc je me suis dit, bah, je vais les faire, mais comme justement c'est sur des temps très courts, puisque c'est 1 heure, pas 1 minute et 1 heure, je peux écrire très très court. Et donc voilà, j'ai écrit ces tout petits chapitres qui correspondent aux deux premiers sens, ce qui m'a permis de garder l'ensemble du spectre, et puis finalement d'écrire ces deux débuts qui sont un peu... On comprend pas très bien exactement ce qui se passe et tout ça m'a permis, je pense aussi, de, de faire transition entre le choc de l'accident et puis le moment où on va vraiment rentrer dans le livre. Et maintenant, je suis très content en fait qu'il y ait ces deux petits chapitres parce que C'est reparti. Il nous fait une sorte de running gag. Voilà, c'est le running gag de la mort de Zoom. Alors on va l'attendre, ça y est, c'est bon, c'est plus court que d'habitude. C'est mieux, c'est bon, Raphaël? ah, on en a marre, on en a marre. On aurait mieux fait de pas Bon, être sous les yeux. C'est ça que vous voulez dire. Eh bien non, faut résister. on résiste, c'est bon. Ouais, ouais, ça plante, mais je sais pas, parfois ça a duré plus longtemps, je suis désolé. C'est pas grave. Par rapport au choix des âges finalement des enfants, 13 et 16 ans, c'est un âge particulier, un âge où on est plutôt conscient, où on est réfléchi, où on commence déjà à souffrir aussi avec cette période de l'adolescence. Vous avez fait ce choix aussi peut-être consciemment d'avoir deux enfants qui peut-être qui ont un âge particulier, mais ce que je voulais dire plutôt, c'était que je les trouve très dignes en fait. Cette famille, je la trouve très digne après la mort. On a véritablement un. Alors, Sophia s'énerve un petit peu à un moment donné dans un magasin, certes, mais ce qui paraît normal, hein, c'est une certaine colère, notamment adolescente, mais j'ai trouvé ça très digne avec son copain, notamment. Comment vous avez travaillé cette dignité de la famille après la mort? C'est pas toujours le cas, notamment à l'adolescence. Il peut y avoir des dérives terribles par rapport à cela. Est-ce que vous avez réfléchi à ce dispositif-là au sein même de la famille? Alors oui, c'est drôle que vous disiez ça parce que pareil, dans la première version du livre que seule mon amoureuse a lu, le dernier chapitre qui s'appelle maintenant Savoir, enfin il s'appelle je pense déjà Savoir, mais en fait je construisais la vie de ces trois personnages principaux, Roxane, Sofia et Lorenzo. Et donc, je décrivais en fait ce qui leur arrivait, puisque j'expliquais que Lucas sait ce qui leur arrive sans plus rien, sans n'avoir plus aucun contact visuel, même ne serait-ce que visuel. Et donc, et notamment, voilà, je faisais de Lorenzo, je racontais la difficulté qu'il avait justement à basculer dans l'adulte parce qu'il était trop meurtri par la mort de son père. Et là, mon amoureuse m'a dit, mais en fait, ça, on ne veut pas, en fait, on ne veut pas lire ça. Ça nous intéresse pas justement que tu fasses ce récit de ce qui continue après. Et donc, du coup j'ai coupé tout ça. Donc, en fait, je pense que ça aurait changé un peu votre point de vue parce que justement, ça montrait plus la question de la difficulté, quoi. Alors, je vois une question. Oui, une question de Bruno. Est-ce que la structuration adoptée dans les romans après 24 fois toutes les Ouais. personnes est une façon de pouvoir aborder un thème à partir de toutes les facettes, tous les points de vue, toutes ses composantes? Eh bien, on félicite Bruno qui a lu mes trois derniers romans avec beaucoup d'attention. Et je pourrais même citer un autre livre qui n'a pas cité, qu'il n'a peut-être pas lu, mais que je conseille. Il est toujours disponible aux éditions Le Tripode. Ça s'appelle Jeux Nouveau. Et c'était un livre qui passait à Mexico et qui travaillait la question aussi de la ville de Mexico, de comment raconter la ville de Mexico. Et c'était aussi construit en 9 épisodes parce qu'en fait, il y a trois parties, bah, trois grands blocs. C'était un jeu qui réunissait des militaires et des écrivains, une espèce de jeu de piste géant dans la ville de Mexico. Donc, je trouve que la remarque de Bruno est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'en effet, je cherche très souvent dans mes livres à avoir une espèce de vision un peu globalisante, un peu holistique quoi, de mon sujet. Et c'est vrai que
Là, je me rends compte, je m'en étais pas forcément rendu compte, mais quand il le dit là, ça semble évident qu'à chaque fois, je mets des dispositifs un peu complets, c'est-à-dire tout l'alphabet dans 24 fois la vérité, c'est à la fois tout l'alphabet et en même temps les 24 images qui composent la seconde dans le cinéma. Ah, Bruno est très fort parce qu'il a même lu la série Suburbs. Non. La série Suburbs, c'est tout autre chose parce que c'est des brefs récits en non-fiction sur des lieux. Mais en revanche, c'était dans le roman Ours, peut-être, auquel il pense, qui est aussi au Tripod, qui est mon premier roman sous ce nom-là, au Tripod, en 2013. Ours, où il y avait 13 personnages, comme dans l'histoire des 13 de Balzac, et chacun devait proposer une façon de changer le monde ou de faire la révolution. Et donc là encore, on avait une vision un peu globale par ces 13 points de vue. Donc oui, 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 voilà, bah, je m'en étais pas rendu compte, mais c'est vrai qu'à chaque fois, et donc là, évidemment, il y a cette question du séquençage du temps qui fait qu'on va balayer l'ensemble d'une chronologie d'une vie, quoi. Et oui, c'est vrai que je pense que quelque part, je n'arrive pas à faire des livres restreints, c'est-à-dire même quand je fais des petits livres, ça reste avec des dispositifs énormes qui me permettent de faire le tour de la question. Voilà, comme lecteur, j'aime ça. En fait, j'aime les visions panoramiques. Et, On pourrait faire un panel de photos dans différentes situations de Raphaël Metz ce soir, avec différents gestes, différentes expressions. Ça y est, il revient. en fait, je pense que c'est une ruse de la machine pour me dire que je suis trop long pour répondre aux questions. Non, mais non, je pense pas. Non, non, on nous en veut. On nous en veut. Je pense que le gouvernement, notamment, ne veut pas qu'on passe à 15 heures de travail par semaine. Donc, je... Exactement, ouais. Ou Euh, alors, ou alors, euh, ou alors c'est les grands groupes d'édition qui veulent saper l'édition indépendante. Les c'est deux déjà le peuvent cas. être Oui, c'est déjà le cas. Eh oui. Vous situez aussi le roman dans la région de Cassis, l'accident en tout cas se passe à Cassis et dans la région de Mazargues notamment. Euh, Justement, cette région-là, je crois que c'est la vôtre d'ailleurs, il me semble que vous habitez près de là. Qu'est-ce que ça donne, est-ce que ça donne corps finalement aussi à l'ambiance, au décorum? Vous situez toujours à chaque fois les romans que vous écrivez. Qu'est-ce que ça donne de plus dans ce charme entre guillemets méditerranéen? Je connais plutôt bien, mais pour le coup, est-ce que ça donne quelque chose de supplémentaire aussi à cette ambiance? On imagine très bien le... Alors, vous l'expliquez pas forcément, vous l'écrivez pas forcément, mais le creux des vagues, ou en tout cas, on entend cette musique douce de cette région-là. Est-ce que vous avez aussi imaginé en faire un petit peu plus sur cette région, ou au contraire, le simple décor suffisait? Alors moi, je suis pas complètement un écrivain comment dire, de l'air, quoi. C'est-à-dire que bon voilà, j'aime bien, par exemple, un auteur comme Giono, mais j'écrirai jamais trop sur l'ambiance qu'il peut y avoir dans telle ou telle région. En revanche, là, j'ai choisi Marseille. En effet, j'habitais à Marseille, mais pas du tout dans le coin du livre. Et j'ai choisi ça justement parce que je voulais un lieu un peu banal et je sais même plus là encore comme j'ai dit, c'est une route que tous les Marseillais empruntent quand ils vont, je ne sais plus d'où d'ailleurs, mais en fait, donc je connaissais la route, mais en revanche, quand j'ai eu l'idée du livre, j'étais même pas à Marseille, donc je ne suis pas du tout allé sur les lieux de l'endroit où j'ai situé le livre. J'ai regardé avec ces outils numériques à quoi ça ressemblait. J'ai passé beaucoup de temps à bien décoder justement les histoires de rue et tout ça pour être très précis, parce que ça, j'ai besoin et de la même façon, dans 24 fois la vérité, j'avais passé beaucoup de temps à bien construire mentalement et même en dessinant la maison, qui est une maison qui n'existe pas, de là où habitait successivement le grand-père puis le petit-fils dans le livre. Et donc, je l'avais situé à un endroit où je n'étais jamais allé, mais où j'ai fait, là encore, des recherches numériques très précises. Donc, j'ai besoin, moi, d'être très précis quand j'écris, de savoir où ça se passe. En revanche, je n'ai pas choisi spécifiquement Marseille pour des raisons de... voilà, si, en fait, c'est tout con, c'est que je voulais qu'ils habitent dans une maison, je voulais qu'ils puissent sortir son vélo directement sur la rue. Enfin, voilà, c'est vraiment des trucs de romancier. Et donc,
donc, du coup, je cherche un endroit et qu'en effet, très vite en sortant de chez lui, il arrive à un croisement où l'accident va avoir lieu. Donc, je cherche en fait sur des cartes jusqu'à trouver ça et à partir de là, je regarde si la maison me convient et tout ça et je la modifie évidemment si elle ne me convient pas complètement. Je garde certaines choses, j'en change d'autres, etc. Mais il y a pas de choix, on va dire, culturel ou artistique autre que presque technique dans ce choix-là. Maintenant, en effet, je trouve ça chouette aussi d'écrire sur Marseille parce que ça change un peu des romans qui se passent à Paris. J'aimerais bien revenir sur Lorenzo parce que dans le livre, vous écrivez qu'il mûrit plus vite après la perte de son père. Est-ce que finalement, c'est aussi le livre, il est extrêmement philosophique en réalité. Alors, au-delà de poétique, je trouve qu'il est aussi philosophique parce qu'on se pose beaucoup de questions, notamment sur le questionnement sur ce qu'on aurait fait si on connaissait finalement le jour de la mort d'un de ses proches. Est-ce qu'on aurait véritablement profité ou pas? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus sur cela? Vous dites même, vous écrivez même, face au deuil, mieux vaut éviter de se fier aux apparences. Elle est aussi très belle cette phrase parce qu'on gère le deuil de manière totalement différente. Mais par rapport à ce personnage de Lorenzo, est-ce que vous pensez qu'on grandit davantage après la mort d'un proche? Est-ce qu'il y a un véritable déclic? Ou est-ce qu'au contraire, c'est uniquement, entre guillemets, substantiel à Lorenzo pour l'instant? Ouais, je vais répondre rapidement parce que je vais dire des banalités. Je pense que ça, tout le monde a pu le voir autour de soi. Je pense que quand quelqu'un, par exemple, perd un père alors qu'il est encore très jeune, enfin, le père et donc l'enfant, bien sûr que ça fait mûrir d'un coup. Euh, Quand on est confronté, quand on est jeune, à un deuil injuste de quelqu'un qui est jeune, bien sûr que ça fait vieillir d'un coup, mûrir d'un coup. Et en même temps, bien sûr que c'est un poids qu'on portera sur ses épaules toute sa vie. Donc, il y a forcément un peu des deux, mais là, franchement, je ne suis pas la bonne personne. Il y a des gens qui travaillent sur ces questions et qui ont des choses certainement plus intéressantes à dire que moi. Moi, j'essaye par le roman justement de transmettre quelque chose d'un peu immédiat et je peux pas vraiment le réfléchir. Donc voilà, ça, je vous dis des banalités comme n'importe qui pourrait dire des banalités. Là, j'ai rien de plus intéressant à dire là-dessus. Est-ce que vous avez déjà pensé à ce que ce livre soit déployé dans différents autres médias, que ce soit au cinéma, au théâtre potentiellement? Est-ce que vous avez déjà imaginé les choses? Est-ce que c'est quelque chose que vous vous interdisez, au contraire? Est-ce que c'est trop peut-être pudique pour le mettre dans un autre média qu'un livre? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Je me suis posé la question parce qu'en effet, la question du film pourrait être intéressante, mais comme, comme je le dis toujours, il faudrait une grande radicalité parce qu'il faudrait que bon, déjà, il y a le problème de l'odeur qui est très, très difficile parce qu'il ne se rend pas au cinéma. Il faudrait accepter qu'au bout d'un moment, on coupe le son, puis qu'après, on coupe l'image. Et donc, voilà. Donc, depuis Guy Debord, il y a plus grand monde qui a osé faire des films où on ne voit plus qu'un écran noir. Moi, je trouve que ça aurait de la gueule, mais je suis pas certain que le monde de la culture étant ce qu'il est en 2025, je suis pas certain que les gens se précipitent là-dessus. Et sinon, si l'idée c'est de l'adapter à l'américaine, là, je pense que je serais assez dubitatif. Donc j'ai du mal à l'imaginer au cinéma. Au théâtre, pourquoi pas, bien sûr, tout est possible, mais j'avoue que je pense que c'est la forme roman. Il y a des sujets comme ça où quand même on voit la force du roman. Dieu sait que je peux être critique parfois envers le roman, mais parfois on se dit, putain, le roman c'est génial parce que je peux construire quelque chose voilà, juste avec mes petits mots, de rien du tout, et je peux bâtir un univers qui est impossible en fait. Et là, honnêtement, je le vois je le vois vraiment comme un texte. Après, on le lit à deux voix. On va faire quelques lectures euh, avec Louise Moati, à qui j'ai demandé de venir avec moi lire le texte, en fait. Donc, on va le faire dans quelques festivals littéraires ici ou là. Donc, incarner par la voix le texte, oui. Au théâtre, ça me semble un peu plus difficile, mais c'est, voilà, après, si quelqu'un se saisit, pour ne rien cacher, Paris pour tous est en voie d'adaptation au théâtre. Moi, ça me semblait impossible que Paris pour tous puisse donner une pièce de théâtre, et donc j'ai vu un premier essai, justement, une lecture du travail qu'a commencé à faire la metteur en scène et sa dramaturge, et en effet, ça fonctionne très bien au théâtre, alors que jamais j'aurais parié un copec là-dessus. Donc voilà,
faut voir ce qui se présente dans la vie. Faut pas dire non par principe. Mais là, sur ce texte-là, je suis pas complètement convaincu que la moindre adaptation aille vers quelque chose qui fonctionne. Mais en même temps, on s'en fiche parce que ce qui compte, c'est d'écrire des livres. Enfin, moi, ce que j'aime, c'est écrire des livres. Donc après, si les gens ont envie de faire des choses avec des livres, je vois au coup par coup, quoi. Et puis justement, par rapport à cela, il y a aussi la question de l'amour silencieux. Vous parlez, vous écrivez à un moment donné que l'amour entre Lucas et Roxane, vous écrivez ceci, leur amour s'échange en silence. Ce sont leurs respirations qui se parlent harmonieusement, qui s'entremêlent en un seul son commun, calme et tendre. Il y a véritablement cette notion d'amour silencieux, de communication à travers alors, il n'y a même pas de regard, il n'y a même pas de son, il n'y a même pas de silence finalement, mais c'est ça qui est. Il n'y a même pas de, pardon, de bruit. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous arrivez à faire émerger un amour entre deux personnages d'une manière totalement, en tout cas dénuée de tout sens humain. Ça, je trouve que Bon, c'est c'est quelle page, Anthony? C'est quelle page euh, cet extrait? Je me souviens page pas. 89. Ah, mais pardon, je me suis trompé. Je crois, c'était pas eux en réalité. C'est ça, c'est Sophia et son amoureux Tant Pascal. pour moi, tant pour moi. Ah oui, c'est pour ça, parce que alors je me suis dit, j'étais vraiment étonné de parler de la respiration de Lucas, ça me semblait très très bizarre parce que pour moi justement il ne respire pas, donc, mais en effet voilà, c'est les respirations parce que j'aime bien ce passage, par ailleurs je le trouve très bien écrit, mais en effet ça peut pas être Lucas qui respire, c'est bien sa fille et son amoureux qui sont en train de respirer, et donc justement il entend en fait ces respirations et c'est ça que ça construit, quoi. Tout à fait, autant pour moi. Je pose deux questions récurrentes à chaque auteur qui passe ici. La première, c'est celle de choisir un auteur méconnu que vous aimeriez remettre au goût du jour. Vous avez parlé tout à l'heure, alors ça peut être pas forcément un auteur littéraire, ça peut être un... Vous avez parlé de Guy Debord tout à l'heure, mais il est quand même plutôt connu, mais pas forcément Ouais. pour tout le monde. Qui avez-vous choisi ce soir, Raphaël? Alors, donc j'ai choisi une poète méconnue à mes yeux qui s'appelle Louise Moatti, qui a écrit ce petit livre qui s'appelle À la métamorphose, petit en taille, mais pas en talent. Donc, Louise Moatti, j'ai écrit un livre avec elle qui s'appelle Des Vivants, qui est le scénario d'une bande dessinée qu'on a fait à trois avec Simon Roussin au dessin. Et donc, ce tout petit recueil de poésie, À la métamorphose, qui a été publié par une maison d'édition qui est liée à une revue. La revue s'appelle Décharge, comme une décharge, une décharge publique, quoi. Et donc, bah, je vais vous mettre le lien là dans le. Je sais pas où est-ce que je peux écrire dans le chat. Oh, oh, je sais pas où on écrit dans le chat. Peut-être là. Voilà. Ça, c'est le lien qui permet de voir le livre. Voilà, c'est des textes très subtils, très beaux, très forts. Justement, c'est de la poésie, ce que moi, je ne suis pas capable de faire. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour cette écriture-là, l'écriture de Louise Moatti, qui est très, avec très, très, très peu de mots, déploie énormément, énormément de choses. Euh, voilà, moi, quand je fais le roman, quand j'écris du roman, c'est marrant parce que je me dis, mais, je vais chercher beaucoup de mots, quoi. Et en même temps, j'adore ça parce que j'aime justement passer beaucoup de temps sur mes phrases, des phrases très longues et tout. Mais voilà, je trouve très fort une écriture et une langue qui a une énorme puissance en déployant voilà, où le dispositif est petit et en revanche, ce que ça construit est énorme. Donc, ce texte à la métamorphose, ce recueil, en fait, c'est plusieurs poésies. Je le trouve très, très beau. Voilà. Est-ce que d'ailleurs vous vous êtes posé la question du futur des personnages, de Roxane notamment, et de ses enfants? Est-ce que vous vous êtes posé la question ou vous aviez une deadline, entre guillemets, de l'année après le deuil? Non, non, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, je me suis plus que posé la question, je l'ai écrit en fait. J'ai écrit leur avenir, donc je décrivais ce qui se passait. Je veux pas le dire maintenant parce que je trouve que pour le coup, il faut que ça reste dans mes brouillons parce que voilà, c'est pas dans le livre et ça ne devait pas être dans le livre. C'était, je pense, en effet une erreur de ma part, mais je racontais plein de trucs qui leur arrivaient dans cette dernière partie, quoi. Donc, moi, j'avais très clairement en tête leur avenir, quoi. Mais c'est vrai que je pense que ça ne fonctionnait pas pour ce livre, donc c'était important de l'enlever. Et c'est ça qui est justement intéressant avec le roman aussi, c'est ce côté euh,
machine, machine un peu folle, dans laquelle tout d'un coup, je vais enlever tel engrenage, je vais en mettre un autre, je vais déplacer telle pièce et je vais voir maintenant ce que ça fait une fois que j'ai fait ça, quoi. Euh, le, 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 le- l'écriture romanesque, moi je l'aime aussi parce que c'est un jouet, quoi. En fait, c'est le côté je joue avec des Lego, je joue avec des Playmobil, j'écris des romans. Pour moi, il y a une espèce de continuité dans dans ces différents jeux. Et voilà, et en effet, on essaie quelque chose, ça marche pas complètement, ben on le change. Et puis il y a toujours ce gros édifice qui est là, mais qui tout d'un coup a pris une autre tonalité parce qu'on a enlevé telle ou telle chose. Là, je suis en train de travailler à mon prochain roman. Je le demande parce qu'il est là, mon manuscrit à côté de moi. Et bon, voilà, c'est difficile, c'est un livre un peu compliqué où j'ai plein de niveaux de narration différents. Bruno me dirait que j'ai encore voulu faire une vision entière de quelque chose, et c'est vrai, sans doute. Et donc, du coup, voilà, je bataille un peu avec ce roman. Et à chaque fois que je crois que je règle quelque chose, ben, je me rends compte que autre chose dont j'avais pas vu que c'était un problème est maintenant un problème. Donc, voilà, c'est une joie et une souffrance, hein, l'écriture romanesque. Vous avez choisi votre enfer. Exactement. La deuxième question que je pose aussi à chaque fois, c'est celle de vous transposer. Alors cette fois, c'est curieux que ça arrive aussi ce soir-là. Je vous demande de vous transposer dans un personnage de fiction et non plus dans un corps de mort, comme Lucas. Pendant 24 heures, vous choisissez le personnage de fiction et vous pouvez potentiellement changer son destin. Qui avez-vous choisi ce soir, Raphaël? Alors, j'ai choisi un truc un peu compliqué, un peu bizarre comme je suis en général. C'est justement dans mon prochain roman. Mon prochain roman, fait tout un parcours dans l'histoire de la littérature en dévoilant un peu des choses, on va dire, méconnues, voire qui ont été cachées dans l'histoire de la littérature. Et, euh, et donc, j'ai découvert à cette occasion-là que quand Flaubert écrivait Madame Bovary, il y avait donc des notes d'écrivain comme on fait tous quand on écrit un livre. Et donc, en fait, à la fin de Madame Bovary, donc le personnage qui s'appelle Homais, qui est donc ce pharmacien un peu prétentieux, pénible, en fait, Flaubert écrit dans ses carnets, il écrit doute de son existence, de point. Ne suis-je qu'un personnage de roman, le fruit d'une imagination en délire, l'invention d'un paltoquet que j'ai vu naître et qui m'a inventé pour faire croire que je n'existe pas. Donc ce personnage de Homais qui est maltraité par Flaubert, parce que Flaubert l'utilise vraiment comme exemple de, de- de- du pseudo-scientifique qui en fait n'y connaît rien, du petit bourgeois qui cherche les honneurs, ainsi de suite. En fait, dans l'idée de Flaubert, ce personnage, à la fin du livre, devait prendre conscience qu'en fait, il était un personnage de roman. Et donc, quand vous m'avez posé cette question, je me suis dit, bah, en fait, j'aimerais bien être ce personnage de Homais qui, en fait, prenant conscience que Gustave Flaubert l'a inventé pour se foutre de sa gueule, prenait le contrôle en fait du roman et inversait en fait le dispositif et reprenait le pouvoir par rapport à Flaubert en lui disant mais en fait tu t'es bien foutu de moi mais maintenant à mon tour de me moquer de toi parce qu'en fait je suis au-dessus de toi, je sais que c'est toi qui a essayé de m'inventer mais je suis capable de ne plus me faire de ne plus être transformé en personnage méprisable puisque c'est toi maintenant qui es devenu mon personnage. Donc voilà, c'est un peu tordu, mais j'ai trouvé ça intéressant, cette idée qu'un personnage dont le romancier sert pour nous faire rire, en fait, arrive à inverser le dispositif et reprenne le contrôle sur l'auteur lui-même. C'est ce que d'ailleurs beaucoup d'auteurs disent, hein, que les personnages dépassent l'auteur. Je ne sais pas si ça vous arrive ou pas. J'ai l'impression que pas du tout. Pour le coup, vous vous laissez pas du tout dépasser par les personnages, vous les contrôlez réellement. C'est une dialectique. Je dirais qu'il y a des moments où ils ont tendance à essayer de vouloir prendre le contrôle, et puis à la fin, justement, je reprends moi le contrôle final parce que j'ai quand même un livre à finir et c'est quand même pas eux qui vont le finir à ma place. C'est bien pour ça que j'aurais bien voulu être à la place de Homer pour pouvoir tout d'un coup finir le livre à la place de Flaubert. Eh bien, on va terminer cette rencontre avec un deuxième extrait, Raphaël, si vous le voulez bien. Alors, donc c'est le deuxième extrait sur le piano, et maintenant on est donc une année. C'est le moment où, où il n'entend plus. Il la regarde jouer du piano.
C'est étrange, bien sûr, de la voir sans l'entendre, mais c'est déjà ça, ça déjà. Ses mains sur le clavier, les mouvements de ses doigts, de son torse, son regard clair et concentré, son énergie centrée. Elle en est à la 28e variation Goldberg maintenant. Lucas ne l'entend pas, mais le voit sur la partition. Il ne sait pas lire la musique et il est évidemment incapable de retrouver dans sa mémoire le déroulement du morceau. Mais dans la façon dont elle joue, il trouve qu'il y a quelque chose qui semble plus apaisé, comme si c'était une variation qui ouvrait vers la réconciliation. Réconciliation de la main droite et de la main gauche qui n'ont pas l'air de se courir après, mais d'être ensemble, d'avancer ensemble. Réconciliation aussi de la pianiste avec elle-même. Il y a quelque chose de plus serein dans le regard de Roxane, et c'est vraiment doux à voir. Elle monte vers les aigus, c'est calme, c'est profond, c'est beau. Lucas regarde fasciné la main droite qui s'arrête sur les dernières notes, qui reste immobile. Une ombre de tristesse passe sur le visage de Roxane. Elle reprend au début. Voilà. Je pense que tout mon livre, il est aussi travaillé par cette question des cycles, en fait. Et ces variations qu'elle reprend au début, c'est aussi parce que, voilà, on est en permanence dans cette question cyclique de il faut reprendre, il faut reprendre chaque jour, il faut accepter d'avancer. C'est aussi cette difficulté qu'on a, qu'ont les personnages, et c'est ce que lui va avoir par cycle, justement, successif de perte, en fait, de sa place à lui. Est-ce qu'on peut dire que c'est finalement, est-ce que c'est un livre sur la vie, sur la soif de vivre? J'ai quand même retrouvé dans certains passages qu'on se pose la question de celui qui va disparaître petit à petit et on a envie de profiter véritablement le plus possible par rapport à cela. J'ai trouvé que le livre, certes, parle du deuil, mais il y a quand même une grande lumière dans ce livre-là et peut-être que la couverture en est aussi, en donne en tout cas l'illusion, mais je trouve qu'il y a une grande part de vie, une grande part de combat aussi à travers le deuil. Et vous mettez ça en lumière d'une manière très subtile, sans jamais forcer le trait. Il n'y a jamais de pathos, évidemment. Chez vous, c'est impossible. Mais il y a véritablement la question de la lutte intérieure. Et je trouve que, est-ce qu'on peut le qualifier finalement de livre pour la vie? Oui, oui, moi je suis tout à fait d'accord et ça me fait beaucoup bien quand les gens disent ça parce que je voulais justement éviter le côté tire-larme, le côté un peu autoroute de la tristesse, d'une part, et d'autre part, ce qui est drôle, c'est que lorsque je l'écrivais, justement, à un moment, j'ai dit à mon amoureuse, alors que je l'avais pas fini, je lui dis, mais en fait, c'est un peu le Paris pour tous du deuil, ce livre. C'est-à-dire que je fais une espèce de feel-good book. Alors, c'est pas sur un projet politique, mais c'est sur la tristesse. C'est un livre de consolation et tout ça. Et puis après, quand elle l'a lu, quand je l'ai relu et tout, elle m'a dit bah non. Et je lui ai dit bah non, c'est quand même, c'est pas le feel-good book idéal. C'est-à-dire que quand quelqu'un rentre en lumière, on ne va pas lui dire ah, si t'as envie de bien te regonfler et tout, prends ce livre. Mais je pense qu'il reste quand même quelque chose de cette sensation que j'ai eue à un moment, c'est-à-dire que quand même, quelque part, le livre, il est là aussi pour nous aider à croire en quelque chose, à croire en la beauté de la vie, en la lumière, justement, vous le disiez très bien. Et, euh, et en effet, voilà, j'avais besoin, envie aussi que le livre porte ça et que ce soit pas qu'un livre de tristesse, mais aussi un livre euh, d'intensité, si ce n'est de joie, en tout cas d'espoir en fait dans la vie. Et c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de retours allant dans ce sens-là et ça me fait du bien parce qu'en fait, évidemment, quand on écrit un livre, on a envie qu'il se passe quelque chose de beau pour la personne qui le lit. Et donc là, voilà, pour moi, il faut que ce beau, il soit aussi dans une direction positive. Et puis je vois là, donc Martine pose la question aussi sur les titres. En fait, c'était spectaculairement difficile. En fait, d'habitude, j'ai très vite un titre et là, aucun titre ne m'allait complètement. J'avais une liste interminable avec peut-être 25 ou 30 titres différents. Et à chaque fois, ça ne m'allait pas, quelque chose ne marchait pas. Et j'ai beaucoup tourné autour de justement de la question de l'ombre et de la lumière. Donc j'ai essayé dans l'ombre, dans la lumière. Et à chaque fois, ça faisait un peu, je sais pas, un peu bébête, un peu gnangnan. Donc, j'étais un peu désespéré. Puis finalement, je me disais, ce mot de après, il y a quelque chose de très simple. Et en même temps, il est très difficile à dire parce qu'en fait, quand on dit, ah, alors dans après, j'ai fait ça, et après, on entend toujours l'autre après, quoi. Et donc, c'est pas un très bon titre à l'oral, mais à l'écrit, en revanche, je trouve qu'il marche très bien. Et, parce que justement, voilà, il y a ce double
voire triple sens de ce après, c'est-à-dire c'est le après pour Lucas, c'est le après pour eux, et puis c'est après quelque chose aussi. Pour moi, ça dit aussi des choses de voilà ce qu'on peut faire après, etc. Donc voilà, donc ça m'a semblé finalement, même si ça marchait pas complètement pour en parler, je me suis dit finalement peu importe, parce que ce qui compte, c'est que les gens ils vont le lire en fait. Voilà, il y a que moi qui ai besoin d'en parler, et justement pour en parler, j'ai qu'à dire ce livre plutôt que de dire après. Donc voilà, donc j'ai choisi le titre qui marche à l'écrit et qui marche pas à l'oral, plutôt que d'autres qui, à mon avis, marchaient mieux à l'oral, mais sans doute pas à l'écrit. Sûr qu'en effet, les libraires doivent vous détester pour ce Mm. titre-là. Mais J'imagine. peu importe, pour le coup, il a un superbe succès, j'ai l'impression, en tout cas, on le voit de plus en plus, et j'en suis bien ravi, parce que chaque livre du Tripode doit être lu, c'est une évidence. Et donc, je vous le remontre, il est magnifique. Après Raphaël Meltz, aux éditions du Tripode, on vous souhaite le meilleur, Raphaël. On a hâte de vous retrouver pour une prochaine rencontre parce qu'on vous apprécie particulièrement, tant vous avez une imagination débordante. On peut prendre chacun de vos livres. On a l'impression que vous créez un univers totalement à la fois différent et je vous trouvez toujours la subtilité qui vient nous séduire, nous creuser. Et je trouve que vous êtes un auteur rare de nos jours. Donc, je tenais vraiment à vous féliciter encore pour celui-ci qui nous a tous happés et pris aux tripes et en même temps qui nous donne un véritable espoir aussi pour la suite. Merci infiniment, Raphaël. Bah, merci à vous, merci à tout le monde aussi, parce que je vois passer vos critiques sur Instagram et ça me touche beaucoup de tout ce que j'ai lu. Voilà, j'ai repéré plusieurs d'entre vous là dans les textes que j'avais lus, donc merci. Et puis merci à vous aussi, Anthony, de défendre et de soutenir l'édition indépendante. Je sais que c'est important et c'est important que vous fassiez ça et que vous continuez à vous battre pour ça, quoi. Je continuerai, coûte que coûte. Merci à tous et à bientôt, du coup. Au revoir Au à tous. revoir. Au revoir, Raphaël.